précédemment. Mais on assiste également peu après à notre deuxième événement linguistique majeur. Et cet événement, c'est la naissance de deux langues juives indo-européennes très importantes. L'une est germanique, le yiddish, et la seconde est romane, le judaismo. Mais ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'épisode. Dans la première partie, nous avions dit que l'hébreu avait disparu et avait cédé sa place au yiddish et au judaismo. On a parlé du judaismo, du yiddish, mais y a-t-il d'autres langues juives? Le ladino, par exemple, c'est quoi? Réponse dans cette deuxième partie de cet épisode de Ma langue dans ta poche. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des langues juives de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Dans la première partie, nous avions parlé de la naissance du yiddish et du judaismo. Et c'est donc sur ces langues que nous allons nous concentrer en racontant l'histoire. Et d'ailleurs, commençons tout de suite par le judaismo, langue juive de la péninsule ibérique. Comme vous le savez sûrement, la péninsule ibérique était partagée entre l'Andalousie musulmane, située au sud, et les royaumes chrétiens du nord. Ces derniers commencent véritablement à conquérir le sud au XIIe siècle, une conquête qui s'achève en 1492 lorsque l'émirat de Grenade chute. Or, la première motivation de la Reconquista est avant tout religieuse. Des ordres militaires sont fondés et des croisés des Templiers de toute l'Europe viennent participer à ce qui était alors une croisade. Et si dans les territoires conquis, les populations des trois religions cohabitent sans trop de problèmes, à partir du XIVe siècle et parallèlement à la Reconquête, des décrets sont promulgués afin de séparer les catholiques des juifs et des musulmans. Les royaumes chrétiens ibériques fondent en effet leur identité sur la religion catholique. Ils accablent alors les communautés juives et musulmanes qu'ils forcent à fuir ou à se convertir, et plusieurs massacres sont perpétrés. L'intégration des nouveaux convertis, qui se passe dans un premier temps plutôt bien, finit par attiser la jalousie des vieux chrétiens. À cette époque, le concept de limpieza de sangre, ou en portugais de limpeza de sangue, c'est-à-dire de pureté de sang, apparaît. Il met en opposition les chrétiens dits de sang pur et les autres chrétiens, comme les juifs et les musulmans qui avaient été forcés de se convertir. L'Inquisition est alors chargée de traquer les hérétiques et de vérifier si les convertis le sont vraiment. Pour mettre fin au conflit religieux, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon promulguent en 1492 le décret de l'Alhambra. Celui-ci force les juifs à choisir entre la conversion et l'expulsion, et ce afin de rompre le contact entre les nouveaux convertis et leur ancienne communauté. Ce sont donc 50 000 juifs qui se convertissent, tandis que 150 000 décident de fuir, principalement vers le Maghreb, vers l'Italie continentale. Continentale parce qu'à cette époque, la Corse et la Sardaigne sont sous domination espagnole, et vers l'Empire ottoman où le sultan Beyazid le Juste les accueille. Alors bien évidemment, on vient surtout de parler d'histoire et relativement peu de langue. Et vous l'aurez compris, l'expulsion des juifs correspond à un déclin de l'usage du judaismo, puisque les nouveaux convertis doivent aussi s'intégrer linguistiquement, et pour cela, ils doivent abandonner leur ancienne langue. Le judaismo sera alors désormais parlé en Afrique du Nord et dans l'Empire ottoman. Il deviendra par exemple la première langue parlée aux Thessaloniques et le judaismo s'implante également à Jérusalem. De ce fait, espagnol et judaismo connaîtront des évolutions linguistiques différentes, le judaismo restant caractéristique du castillan du XVe siècle. À partir du XVIIe siècle, les différences entre les deux langues sont bien perceptibles. Voyons quelques-unes d'entre elles. Tout d'abord, phonétiquement, le judaismo est caractéristique des parlers du sud de l'Espagne, puisqu'il a aussi bien le yeísmo, c'est-à-dire que l'ie écrit 2 L et ie écrit y sont prononcés de la même façon, que le ceseo. C'est-à-dire que C et S sont prononcés tous deux se, alors qu'en castillan, C est désormais prononcé th, tandis que S est prononcé se. En vieux castillan, C était prononcé ts. De même, Z est prononcé ze en judaismo, alors qu'en castillan, il est prononcé th. En vieux castillan, cette lettre correspondait au son dj. On a par exemple désir en judaismo, mais on a decir en espagnol moderne. En castillan, B et V sont tous les deux interchangeables, tantôt prononcé be, tantôt prononcé v, en fonction de la position dans le mot. Le judaismo a cependant conservé la distinction entre le be et le v. On a par exemple vivir en judaismo et vivir en espagnol. Le son fe en vieux castillan devient he en début de mot, mais il est maintenu en judaismo. On a par exemple fiero en judaismo, mais on a hiero en espagnol standard. Le changement le plus significatif concerne sûrement la rota en espagnol. En effet, en espagnol, les lettres X et J correspondent aujourd'hui au son ch. Mais autrefois, la lettre X était prononcée ch et la lettre J était prononcée je. Ces sons n'ayant muté qu'au XVIe siècle, époque à laquelle les séfarades avaient déjà quitté l'Espagne. Les lettres X et J sont donc prononcées comme en vieux castillan, comme en portugais aujourd'hui d'ailleurs, à savoir che, je ou dje. On a par exemple fijo en judaismo et pas hiro. On a deixar et pas dejar. On a bacho et on n'a pas bajo. Sinon, on a d'autres changements intéressants. Par exemple, nue devient mue. On a nuevo en judaismo, mais nuevo en espagnol. You devient if. On a ciudad en judaismo, mais on a ciudad en espagnol. Erde devient dre. On a par exemple vedre en judaismo, mais verde en espagnol. Autre caractéristique intéressante en judaismo, le A et le O sont respectivement associés au féminin et au masculin. Comme en espagnol, me direz-vous. Certes, mais en judaismo, les mots finissant par E sont donc réanalysés pour qu'ils finissent soit en A, soit en O, en fonction de leur genre. Par exemple, la clase en espagnol deviendra la clasa en judaismo. La phrase deviendra la frasa. Pareillement, el ataque deviendra el ataco. On a également quelques changements du côté des conjugaisons. Par exemple, le passé composé a disparu, tandis que le passé simple a une conjugaison qui est légèrement différente. En espagnol, hablamos, qui veut dire nous parlions, équivaut à favlimos en judaismo. On a bien évidemment plusieurs mots qui changent de sens,
comme afeita qui veut dire en espagnol raser, mais qui veut dire en judesmo arranger. Plus intéressant encore, certains mots conservent la prononciation qu'ils avaient en vieux castillan. Par exemple, ahora, qui veut dire maintenant en espagnol, se dira en judesmo agora, où le G est maintenu. Après, comme vous vous en doutez, une bonne partie du lexique vient de l'hébreu, mais également du castillan, du portugais et même du turc. A noter que le judesmo, issu du catalan, n'est pas la seule langue juive de la péninsule ibérique. On trouve également, par exemple, le judéo-portugais ou encore le judéo-catalan. Ces dernières, cependant, n'étaient pas aussi importantes en termes de locuteurs ou en termes d'importance, et elles ont rapidement disparu après l'Inquisition. Seul le judéo-portugais a plus ou moins survécu, et ce notamment de la diaspora juive en dehors du Portugal, comme en Amérique et plus particulièrement au Brésil. Le Brésil deviendra brièvement néerlandais entre 1581 et 1654. Et quand les Portugais le récupéreront, ils rétabliront l'Inquisition et ils expulseront donc les Juifs qui trouveront refuge finalement dans les colonies néerlandaises des Caraïbes, comme à Aruba, Bonaire ou Curaçao. Et là-bas, le judéo-portugais et le judesmo influenceront le créole papiamento, qui est la langue la plus parlée sur ces îles aujourd'hui. Notez qu'avec les migrations et les mariages, le judéo-portugais et le judéo-catalan ont également bien influencé le judesmo. Il existe une autre langue juive d'Ibérie qui s'appelle le ladino. En fait, le ladino, à l'origine, c'est une transcription littérale des textes hébraïques en castillan. Il a d'ailleurs été créé par des rabbins espagnols afin d'enseigner et d'étudier les textes hébraïques. Donc voilà, en gros, vous prenez un mot hébreu et vous le traduisez littéralement par son équivalent en castillan. Le résultat, c'est donc une langue sémitique avec un lexique hispanique. Le ladino est donc différent du judesmo avec lequel il a à peu près rien à voir. Cependant, le terme ladino sera utilisé comme synonyme de judesmo dans les communautés juives d'Afrique du Nord et plus particulièrement celle du Maroc. D'où une certaine confusion. Passons désormais au yiddish. Comme nous l'avions établi, le yiddish est la langue des Ashkénazes et c'est une langue germanique puisqu'elle est issue du vieillo-allemand et du moyenno-allemand de l'Ouest, ce à quoi s'ajoutent des influences françaises, italiennes, provençales, c'est-à-dire toutes les langues qui correspondent aux régions que les juifs ont dû traverser lorsqu'ils ont migré. Mais en fait, il est assez difficile de parler de yiddish, tout simplement parce qu'il n'en existe pas un seul, mais bien plusieurs. À partir du XIVe siècle, de nombreux Ashkénazes sont expulsés des États du Saint-Empire, ils migrent alors vers l'Europe de l'Est, vers l'actuelle Pologne, Lituanie, Tchéquie, et leur yiddish emprunte donc beaucoup aux langues slaves. À partir de ce moment, on n'a plus un yiddish, mais deux yiddish. Le yiddish occidental, parlé en actuelle Allemagne, et le yiddish oriental, parlé en Europe centrale et de l'Est. Au XVIIIe siècle, on assiste à la naissance de deux mouvements religieux juifs majeurs. D'un côté, la Haskalah en Allemagne, et de l'autre côté, le hassidisme en Europe de l'Est. Ces deux mouvements religieux sont fondamentalement différents, puisque le hassidisme est un mouvement religieux populaire, traditionnaliste, orthodoxe, et particulièrement méfiant vis-à-vis de la modernité. Le hassidisme contribuera alors au développement d'une littérature yiddish populaire. Au contraire, la Haskalah est un mouvement inspiré des Lumières qui vise à réduire l'écart entre les juifs et les non-juifs. Elle prône alors une intégration maximale des juifs dans leurs pays respectifs, que ce soit par un changement des habitudes vestimentaires, culturelles et même linguistiques. La Haskalah méprise alors particulièrement le yiddish, lié selon elle à l'obscurantisme, au ghetto et au bas peuple. De nombreux Ashkénazes abandonnent donc son utilisation au profit de l'allemand standard. On a donc d'un côté le yiddish occidental qui décroît, tandis que le yiddish oriental devient de plus en plus populaire. Ce dernier servira donc à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle de standard pour tous les Ashkénazes, rôle qui était auparavant réservé au yiddish occidental. Au XIXe siècle, on assiste à un fort développement de la littérature et de la presse en yiddish. De plus, le yiddish est la langue du prolétariat juif. Et à cette époque, de nombreux ouvriers décident de migrer vers les États-Unis, les Ashkénazes y compris, en portant avec eux le yiddish. À la fin du XIXe siècle, le yiddish se standardise en se basant sur le yiddish lituanien, devenant alors une langue universitaire et une langue de littérature importante. En 1920, l'oblast de Birobidjan est créé dans l'extrême sud-est soviétique, avec pour langue officielle le yiddish. Et en 1925, un institut scientifique juif voit le jour à Berlin. À la fin des années 1930, ce sont entre 11 et 13 millions de personnes qui parlent yiddish, ce qui en fait donc la langue juive la plus parlée dans le monde, la plupart des locuteurs vivant donc en Pologne, en Lituanie, en Russie ou en Ukraine. Grammaticalement, en ce qui concerne le yiddish, c'est une langue donc germanique qui incorpore de nombreux éléments hébreux et slaves. Le yiddish était donc largement intercompréhensible avec l'allemand. De nombreuses différences existent cependant. Phonétiquement, tout d'abord, on peut établir un tableau de concordance entre les voyelles de l'allemand et du yiddish. Le A long en allemand équivaut à un O en yiddish, le mot schaf équivaut par exemple au mot schof. Le A court allemand équivaut en yiddish à un A. On a par exemple Salz qui reste Salz en yiddish. Le O long en allemand équivaut à Oi en yiddish. Le mot brot en allemand se dit par exemple au yiddish Breut. Le son E en allemand équivaut au yiddish Ei. Le mot Böse en allemand équivaut par exemple au yiddish Beis. Le E court équivaut à un E en yiddish. Köpfe en allemand équivaut par exemple à Kep. Le son E qui est long en allemand équivaut au yiddish Ei. Esel se dira par exemple Eisl. Le E ouvert qui est court équivaudra en yiddish à un son E. Eng restera donc Eng. Le son U, qu'il soit court ou long, équivaudra au yiddish à un I. On aura par exemple Uber en allemand qui donnera Iber en yiddish. Notons également que le mot yiddish est une déformation du mot jüdisch. La diphtongue Au en allemand équivaut au yiddish Oi. Auge se dira Oik. La diphtongue Ei équivaut au yiddish Ei ou Ei. Stein en allemand équivaut par exemple au yiddish Stein. Wein équivaut à Wein.
Et pour finir, la diphtongue oi en allemand équivaut au yiddish ai. On a en allemand neu, mais on a en yiddish nei. Quant au schwa, il est pour la plupart du temps perdu. Schreiben, par exemple, équivaut au yiddish schreiben, sans le schwa. On remarque alors que les voyelles longues ou les diphtongues de l'allemand standard correspondent presque toujours à des diphtongues en yiddish. Le développement des voyelles en yiddish s'est fait à partir du vieil allemand, et son développement est relativement similaire au développement des voyelles des dialectes allemands centraux et supérieurs. Cependant, phonétiquement, la chose la plus intéressante reste encore le traitement de la deuxième mutation consonantique. Prenons un exemple. Le son P en vieil allemand correspond à un son F en milieu de mot ou un son F en début de mot en moyenno-allemand. En yiddish, le son F a été généralisé dans toutes les positions. Le mot vieil allemand Pfeffer, poivre, devient par exemple Pfeffer en allemand. Piepen devient Pfeifen, Pflanze devient Franze, Pferd devient Pferd. En yiddish, par contre, on aura Pfeffer, Fein, Pflanzen, Pferd. Le double P qui devient en allemand Pfe en milieu de mot reste par contre P en yiddish. Le vieillot allemand Skepen devient Schöpfen en allemand mais devient Schepten en yiddish. Apfel devient Apfel en allemand mais Äpfel en yiddish. Sinon, le yiddish ne fait pas la différence entre le son ch et le son re, comme on a en allemand entre Licht et Buch. Comme en alémanique et en bavarois, le yiddish n'utilise que le son re. On dira donc Licht et Buch. Morphologiquement, il y a également pas mal de choses à dire. Et on va se concentrer sur quelques spécificités sans trop apporter de détails. Tout d'abord, en ce qui concerne les déclinaisons, le yiddish décline les noms propres à l'accusatif et au datif, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas sujets de l'action. Ir se Doviden, je vois David, ou David devient Doviden. En allemand, pour comparer, on aura Ich sehe David. Ce N final, on le retrouve dans plusieurs cas, par exemple avec la proposition in der Luften, dans l'air, qui correspondra à l'allemand in der Luft. Les articles également ont changé. Si vous avez fait de l'allemand, vous devez vous souvenir des articles der, die, das, où der est le masculin, die est le féminin et das est le neutre. Ensuite, vous avez sûrement dû apprendre un tableau de déclinaison, vous étiez alors heureux de savoir que der devenait den à l'accusatif, dem au datif et des au génitif. Die devenait die, der, et das devenait das, dem, des. Finalement, au pluriel, nous avions die qui devenait die, den, der. En yiddish, c'est beaucoup plus simple. Der devient dem, 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 die devient der, del, der, dos devient dos, dem, dem, et die au pluriel devient di, di, di. C'est quand même vachement plus simple. Et cette simplification, justement, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Ensuite, si on continue de comparer l'allemand, le yiddish forme son pluriel parfois de façon très différente. Alors certes, le yiddish a plus ou moins généralisé le pluriel en EN qu'on trouve en allemand. Tisch devient tischen, yam devient yamen. Parfois, cependant, on a des changements de voyelles. Tag, le jour, devient par exemple teg. Et le plus intéressant, ce sont les pluriels hébreux. Poyer, paysan, devient au pluriel poyerim. Mume devient mumas, où s et im sont des marques de pluriel empruntées à l'hébreu. D'un point de vue lexical, bien évidemment, comme déjà évoqué, le yiddish c'est surtout une base germanique, mais il est également pas mal pris aux langues slaves, à l'hébreu et même aux langues romanes. Plutôt que de vous prendre une liste d'exemples de mots yiddish empruntés à ces langues, je vais plutôt vous parler de 3 mots. Bagel, goy, glitch. Ces 3 mots que l'on attribue volontiers à l'anglais sont en fait issus du yiddish. En effet, bagel vient du yiddish beik, qui veut dire anneau, glitch vient du yiddish glitch, qui veut dire glissement, et goy vient du yiddish goy, qui veut dire peuple-nation. Je ne vais pas longuement parler de la Seconde Guerre mondiale, qui est bien connue pour les atrocités qui ont été commises. Mais comme vous vous en doutez, prochainement. La fin de la Seconde Guerre mondiale rime donc avec la création de l'État d'Israël. On ne va pas tout détailler car cela fera l'objet d'un épisode à part entière, et avec la réapparition de l'hébreu. Mais il existe plusieurs types de langues construites et l'un de ces types est le type dit a posteriori.